Le coup de tocsin. Bonjour François Coq Bonjour Clément, bonjour à tous. et merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général du Parti de gauche, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, enseignant en zone d'éducation prioritaire et auteur notamment de La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. Justement, souveraineté populaire, vous allez en parler ou plutôt montrer qu'on n'y est toujours pas avec une analyse sur les sondages et les consultations voulues par Emmanuel Macron. Oui, c'est ça, je suis un petit peu en peine pour cette chronique, une semaine de plus, de vous parler de la politique nationale, parce que très honnêtement, il s'y passe pas grand-chose d'intéressant. J'ai pas envie de disserter sur l'issue du congrès de LR qui aura lieu dans une semaine, où les deux candidats, M. Retailleau, M. Vauquier, portent globalement la même ligne, et donc il n'y a pas d'enjeu de ligne stratégique politique. J'ai pas envie de vous parler de la proposition ubuesque de M. Bayrou sur le référendum sur le budget. Je vous en ai parlé la semaine dernière et je vous ai démontré à quel point c'était un contournement, là encore, du Parlement, de toute façon, qui n'aboutirait pas. Et puis, j'ai même pas forcément envie de commenter ce que va annoncer Monsieur Macron ce mardi. Lui qui nous promettait des référendums, il se murmure dans les milieux autorisés aujourd'hui qu'il n'annoncera pas demain des référendums, mais simplement des consultations. La différence étant quand même de Oui. taille, c'est que les consultations n'ont pas de valeur normative, contrairement au référendum, et qu'il s'agit donc en fait d'un nouvel artifice pour tenter de conférer une forme de légitimité de surface aux décideurs qui s'en trouvent pour l'instant dépourvus. Ce que je veux dire, c'est que le référendum, c'est la souveraineté populaire qui s'applique de manière directe, mais si vous avez simplement une consultation populaire, il s'agit d'une délégation de souveraineté. Vous répondez d'une manière générale à une question et vous laissez les mains libres ensuite au gouvernement Oui. pour définir les modalités de la loi. Et puis, comme on sait que le diable est dans les détails, en réalité, vous n'êtes pas décideur in fine. Vous, quand je dis vous, c'est vous, nous, le peuple. Oui. Bon. Donc, voilà, j'avais pas forcément envie de vous parler dans le détail de tout ça, parce que tout ça, finalement, c'est un petit peu de l'écume, et je voulais profiter de l'occasion pour revenir sur les sondages. Alors, tout de suite, je le précise, je sais que les auditeurs de Toxin sont très méfiants, à juste titre, sur les sondages. Donc moi, je ne vais pas vous parler des résultats des sondages, mais je voudrais regarder ce qui se cache derrière. Et en réalité, comment un sondage est défini par la commande, en réalité, Oui. qui est passée. Et si j'essaie de faire ça, c'est parce que les sondages, il faut savoir aussi, de notre côté, les utiliser plutôt que les subir. Je vais prendre pour ça deux exemples. Le premier, c'est un sondage IFOP qui est sorti lundi dernier, 5 mai, et qui avait été commandé par un think tank qui s'appelle Hexagone. Il y a eu une polémique sur ce sondage et une polémique qui est montée depuis le Rassemblement national. Pourquoi? Parce que M. Bardella était testé, mais pas Madame Le Pen. Et pourquoi n'était-elle pas testée? Ça a été justifié par les commanditaires du sondage et par l'IFOP qui est celui qui a réalisé le sondage, puisque Madame Le Pen n'a pas été testée, je cite, au regard de la condamnation pour inéligibilité avec exécution provisoire. Sauf que ça appelle quand même une réflexion, c'est que l'enquête a commencé le 11 avril, date à laquelle Madame Le Pen avait déjà déposé sa demande d'appel et où on avait déjà été informé par le gouvernement que cet appel serait examiné au premier semestre 2026, c'est-à-dire en amont de l'élection présidentielle et du début de la campagne. Donc tout cela interroge tant et si bien que le clan Le Pen au sein du Rassemblement national est monté au créneau. Ça a été le cas du député Jean-Philippe Tanguy, Tanguy, oui. et je le cite, qu'il a dû intervenir sur une tentative de ne pas tester Marine Le Pen, et il a continué en disant « Je ne laisserai pas un certain nombre de lobbies, de personnes qui n'ont pas intérêt pour leurs sales affaires à ce que Marine Le Pen remette de l'ordre en France. » Donc on voit bien là qu'il y a finalement une discussion politique et on est amené à s'interroger sur le fait pourquoi est-ce que Hexagone a demandé à l'IFOP de ne pas tester Madame Le Pen dans un deuxième temps, Oui. pourquoi est-ce que finalement Madame Le Pen a été rajoutée devant le pataquès politique qui était en train de se créer sur un échantillon réduit d'à peu près 2000 personnes alors que l'enquête initiale était sur 10 000 personnes. Et donc on voit bien que le cahier des charges et les interprétations qui en sortent sont plus importants en réalité que les résultats eux-mêmes, puisque finalement les résultats ont été ici éclipsés, et y compris les résultats concernant Madame Le Pen et Monsieur Bardella, et Oui. notamment les perspectives de deuxième tour. Donc ce qui se cache derrière,
Et c'est ça qu'il faut arriver à Ouais. diagnostiquer, c'est qu'il y a bel et bien une lutte d'orientation politique au sein du Rassemblement national entre Monsieur Bardella et Madame Le Pen, et qui se joue là à coup de sondages. Alors, qui est Hexagone, qui est ce think tank, quelle est exactement leur ligne? C'est tout ça qu'il faut examiner. Mais ce que je note, moi, pour ma part, c'est qu'il y a non seulement cette enquête, mais qu'il y a un mouvement de fond qui est fait aujourd'hui pour créer cette conflictualité, puisque tout juste une semaine après, c'est aujourd'hui, qu'est sortie une nouvelle enquête par le même institut de sondage IFOP, avec une commande de la part de quelqu'un d'autre, cette fois c'est le groupe avec Sud Radio et le Figaro, qui Fiducial, commande ouais. une enquête sur les souhaits et les pronostics de candidature pour 2027. Les souhaits et les pronostics de candidature, c'est-à-dire pas pour qui vous voteriez. Hmm. Autrement dit, ce qu'on veut faire dire aux gens, c'est qui ils ont envie de voir. Et effectivement, cette enquête a tendance à conforter le résultat de la semaine précédente qui met en exergue M. Bardella au détriment de Mme Le Pen. Donc il y a là tout un jeu dont nous autres ne devons pas être dupes. Dupe, ouais. Au-delà, je le dis même, des résultats, il est important que nous ayons l'envers du D'accord. décor. Mais attendez, François Coq, c'est quand même très important ce que vous dites. Vous considérez qu'il y a une guerre des clans au sein même du Rassemblement national. C'est comme ça qu'on peut comprendre ce qui est en train de se jouer. Et quand finalement, l'équipe, on va dire, on a une équipe Bardella qui aurait poussé le sondage et la question du sondage, effaçant discrètement la personne de Marine Le Pen sur, sur ces deux sondages, ou en tout cas le premier qui a été publié. Très clairement. Très clairement, on a vu que M. Bardella est en train de s'émanciper, Oui, oui, s'est présenté dans différentes interviews tout à fait. déjà comme un potentiel candidat, avant même que Mme Le Ne Pen soit soit exclu. Oui, définitivement mise oui. hors jeu au regard de l'appel qui est le sien. Et donc, il y a un plan marketing politique qui est en place. Ça a été le cas avec les interviews de M. Bardella, c'est le cas avec la parution de son livre, et c'est le cas très clairement avec ces deux sondages, celui de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui, qui constituent un tout pour essayer de permettre à M. Bardella de prendre le leadership. Mais derrière la question Bardella-Le Pen, ce qui doit interroger, et ce qui, en tout cas, moi, en tant qu'analyste politique, m'interroge et m'intéresse plus, c'est qu'on voit bien que derrière, il y a une ligne, un combat d'orientation politique. Madame Le Pen est sur la ligne qu'elle a définie globalement depuis 2012 et 2017, où elle a réussi à élargir l'assise du Rassemblement national. Et derrière, M. Bardella est sur une ligne qui fait retour d'une certaine manière à une ligne beaucoup plus libérale d'un point de vue économique et beaucoup plus stricte d'un point de vue de l'obédience conservatrice, qui est peut-être plus en phase avec l'ère du temps trumpiste, mais c'est aujourd'hui sur cette ligne-là qui n'est plus simplement une question d'ajustement, mais où j'ai l'impression que c'est bien une clarification de ligne qui est en train de s'opérer au sein du Rassemblement national. D'accord. Et est-ce que vous considérez que d'autres personnes, en plus du Rassemblement national, ont cet intérêt du match Attal-Bardella? Je ne sais pas si d'autres personnes ont intérêt. Pour l'instant, chacun est en train d'essayer de nettoyer son couloir. Oui, c'est Et ça. très rapidement, c'est le deuxième exemple que je devais vous donner. Là, je vous ai dit ce qui se passait au RN. Et puis, on a un petit peu, d'une certaine manière, la même chose à gauche. Il y a eu un sondage qui est sorti quelques jours avant, le 30 avril, qui était un sondage Harris, cette fois, qui était commandé par le magazine Regard, et qui visait à faire une démonstration sur la gauche de l'échiquier. Ce sondage, celui-ci, testait la configuration par famille politique pour l'élection présidentielle. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y avait même pas les noms. C'est quand même très compliqué d'interroger les gens sur des intentions de vote pour l'élection présidentielle française sans mettre un nom derrière, en sachant la personnalisation qu'il y a dans cette élection et ce que représente l'incarnation. Et cette enquête avait deux volets. Un premier volet qui visait à faire dire qu'il y a une candidature d'union de la gauche serait au second tour. Autrement dit, qu'elle serait à 26%, c'était les résultats, et qu'elle se qualifierait au second tour face aux 34% du RN et aux 19% du bloc central. Et puis, il y avait un deuxième volet où était testée à la fois une candidature LFI et une candidature de l'union de la gauche hors LFI. Oui. Et les résultats faisaient apparaître une candidature LFI, pas Mélenchon, hein,
LFI ferait 8% et qu'une candidature des autres forces ferait 20%. Autrement dit, que la gauche non mélenchoniste pouvait malgré tout se qualifier au deuxième tour. Et ce qu'il faut constater là-dedans, c'est on voit bien quelle est la manœuvre. D'ailleurs, ceux qui avaient intérêt politiquement à cela se sont saisis de ce sondage. Mais on voit bien finalement qu'il y a un effet boomerang aussi. C'est-à-dire que M. Mélenchon et LFI, qui en 2022 ont accepté le principe du vote utile comme argument électoral, ont accepté la logique du leadership à gauche comme finalement seule stratégie et tactique électorale pour l'élection, voient celle-ci leur être renvoyée comme un boomerang Oui. par leurs adversaires au sein de leur propre camp pour reprendre la main. Et on voit bien qu'en politique, eh ben, des fois, il vaut souvent mieux avoir des principes auxquels on se tient en termes de stratégie et de tactique, plutôt que essayer de faire des retournements qui peuvent très vite nous revenir et nous être remis dans les pattes. Bon, bref, ce que j'ai essayé de vous dire aujourd'hui, c'est que plus que les résultats dont le seul intérêt résulte essentiellement des dynamiques qu'ils peuvent éventuellement mettre en exergue, ce sont bien plutôt ce qu'on veut nous faire avaler de force par la commande qu'il faut diagnostiquer pour savoir s'en prémunir. Ça fait partie du guide du combat politique dont nous devons nous doter, Oui. sans attendre, pour autant que faire se peut que le peuple libre auquel nous aspirons puisse advenir. Eh bien, merci beaucoup, François Coq, de nous aider à écrire ce guide du combat politique. Chaque lundi, je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général du Parti de gauche et auteur de notamment ce livre, La chimère de Macron contre la souveraineté populaire, aux éditions Éric Jamet. Merci encore, François Coq. Et tout de suite, chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.